Je vais me présenter, oui. Donc, bonjour, bonsoir. Je m'appelle Julie Huleux, je suis auteure, donc romancière professionnelle. J'écris en théorie à plein temps, je vous dis en théorie parce qu'un écrivain n'écrit pas forcément tout le temps. Voilà, et j'écris ce qu'on appelle de la romance contemporaine, et notamment de la romance érotique. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de romance contemporaine parce que c'est une espèce de nouvelle vague et on va explorer ça ensemble. Pourquoi, comment, voilà. Donc je vais me permettre de me lever et je vous préviens, c'est filmé, c'est pas en direct. Je me suis juste permis de filmer parce que je me dis ça pourrait toujours servir à d'autres lecteurs plus tard la vidéo sur YouTube. On sait jamais. Donc on ne voit que moi, rassurez-vous, je couperai. Voilà, mais ça explique tout ce petit attirail. Voilà. Super. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'évolution de la romance. Et je vous ai ramené tout un panel de ce que j'avais dans ma bibliothèque. Alors, ce n'est pas absolument tout, mais c'est une grosse partie, parce qu'il y a plein de choses qui vont vous rappeler des souvenirs. Donc, avant, il n'y a pas si longtemps, hein, la romance, c'était ça. Ça vous dit quelque chose ? Hein, n'est-ce pas ? Donc, des romans pour bonnes femmes, de la romance à l'eau de rose, des trucs en costume. Alors ça, c'est de la collection de ma maman, qui m'en a donné des cartons entiers et c'est une collection très précieuse. J'ai plein de gens qui me l'envient. Donc voilà. Et c'est aussi dans une version un peu plus moderne des années 80-90, la collection Azur chez Harlequin notamment, avec les playboys, les riches. Voilà. Greux. Voilà. Alors, voilà, c'est ça, le playboy. C'est ce que je ne pouvais absolument pas lire, moi. Moi, je pouvais absolument Ah, mais non, mais c'est de la littérature, c'est bien précis, Ah bah d'accord ? oui. Il s'agit de romance. Donc, à l'époque, on appelait ça du roman à l'eau de rose. Oui, c'est Voilà. ça. Quelle était la particularité du roman à l'eau de rose ? Alors déjà, qu'est-ce qu'une romance ? Ah, une romance, ça doit contenir 2 critères essentiels, sans ça, c'est pas une romance. Premier critère, il faut que la relation amoureuse soit au centre de la problématique du livre. Sinon, c'est pas une romance. Roméo et Juliette, ça pourrait, sauf que non. Il y a le deuxième élément qui est qu'il faut que ça se termine bien. Si ça ne se termine pas bien, ça n'est pas une romance. Donc Roméo et Juliette, est-ce que c'est une romance ? Non. C'est pas un peu comme les feuilletons à l'eau de rose ? Mais c'est la même chose, on parle de romance. Tout à fait. Tout à fait. Après, il y a différents codes, on y reviendra. Donc, nous avons la romance d'un côté, donc le roman à l'eau de rose pour bonne femme. La particularité également, c'est qu'il y avait de la tension amoureuse, érotique, mais ce n'était pas décrit. On fermait la porte. On ne savait pas, on savait le lendemain, on n'avait pas trop les détails, on avait juste un peu le début, ou voilà, un baiser un peu moins chaste que les autres, mais on fermait la porte de la chambre et donc on ne savait pas forcément ce qui se passait. Et puis, à côté de ça, on avait, alors j'ai pas les meilleurs exemples parce que je suis pas très friande de ce genre de choses, on avait ce qu'on appelle les romans érotiques. Donc là, j'ai les liaisons dangereuses. Mais si on prend le Marquis de Sade, on est aussi dans du roman érotique, on est d'accord. Nous avons Les Infortunes de la Belle au bois dormant de Anne Rice. Je ne sais pas si vous avez connu. C'est un roman érotique. Oui, elle a fait après. Voilà, tout à fait. Après, elle a fait Les Stats. Voilà, toute une série. Mais elle avait également fait une série érotique. Voilà, Les Infortunes de la Belle au bois dormant. C'est très érotique. D'accord ? Donc, on avait la romance à l'eau de rose ou le roman carrément érotique. Et qui était quand même souvent dans des conditions confidentielles, sur les étagères du haut chez les libraires, voilà. Et à côté, ou dans les bibliothèques aussi, hein, n'est-ce pas ? Et à côté de ça, on avait tout ce qui était BD érotique, très axé pour les hommes. Donc là, c'est très visuel, donc on va avoir tout un tas de BD comme... Ah, le nom m'échappe, j'aime beaucoup cet auteur qui avait fait tout un tas de BD érotiques. Ah, bon, il y en a plusieurs. Toujours est-il que l'érotisme et la romance étaient complètement séparés. Et puis, il y a eu 50 nuances de grès. Voilà. Alors, ce n'est pas le premier, hein. J'ai pris ceux que j'avais dans ma bibliothèque. Ça, c'est le 3 et ça, c'est le 4, voilà, que j'avais dans ma bibliothèque. Donc, 50 nuances de grès, mais je vous ai expliqué d'où ça vient. Parce qu'en fait, il y a eu une autre évolution juste avant ça. Et oui, avant ça, il y a eu Twilight. Ah, c'est vrai, oui. C'est vrai. Twilight, qui est une romance pour adolescents et jeunes femmes, avec des loups-garous et des vampires, qui permettait de mettre en lumière de la tension sexuelle
sans la montrer, puisque ça a été écrit par quelqu'un qui est mormon. Oui. Et donc, on est dans de la romance où il y a tout un tas de fantasmes qui permettent de s'exprimer à travers la figure du vampire et la figure du loup-garou. Et donc, il y a une sexualité cachée à l'intérieur de ce livre. Et ce livre a eu un retentissement, enfin cette trilogie, a eu un retentissement au-delà de son public cible, puisque y a tout un tas de mamans, de femmes, qui, lassent d'avoir des romances où on ferme la porte et où elles ne savent pas ce qui se passe, ont pu s'inventer tout un tas de choses grâce à une romance un peu plus moderne et plus, paradoxalement, plus réaliste que le playboy milliardaire. Même si le milliardaire a toujours de beaux jours devant lui, hein, soyons clairs, ça fonctionne très bien. Voilà, ça fonctionne très très bien. Donc, il s'est passé quelque chose. Il y a eu d'abord la révolution d'Internet qui est arrivée entre les deux. Et ces dames-là, aux États-Unis, ces mamans qui ont lu Twilight, se sont dit, c'est génial, mais moi, je veux du sexe. Et donc, elles ont écrit les scènes de sexe qui manquaient. Ce sont des lectrices qui ont fait ce qu'on appelle des fanfictions. C'est une fiction inspirée d'une histoire qui a déjà été écrite ou créée par quelqu'un d'autre. Il existe des fanfictions de Harry Potter, il existe même des fanfictions de mes livres. Voilà. Si. Donc, il existe des fanfictions de tout. Donc, ces lectrices se sont emparées de Twilight, ont écrit des fanfictions avec les scènes érotiques qui pouvaient manquer, leur fantaisie érotique qui pouvait manquer là-dedans. Et certaines sont sorties du lot dans les sites de fanfiction. C'est entièrement gratuit, il n'y a aucun droit d'auteur là-dessus. Les auteurs peuvent s'opposer aux fanfictions, mais généralement, par exemple, il me semble que l'auteur de Harry Potter n'est pas trop pour, mais elle a fini par lâcher du lest sur la question. George R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, voilà, du Trône de Fer, lui est tout à fait pour la fanfiction, donc voilà, il n'y a pas de souci. Ça fait vivre le truc. Voilà. Donc ce sont des choses qu'on trouve gratuitement sur Internet. Partout, ça existe encore aujourd'hui. Beaucoup, ça existe même sur des séries télé, enfin c'est un truc de dingue. Et les gens s'inventent des histoires et elles sont lues par d'autres gens qui adorent ça. Et il y en a certaines qui ont eu du succès. Et figurez-vous que 50 nuances de Grey, à la base, c'est une fanfiction de Twilight. Non. Je vous promets. Vu du succès qu'a eu cette fanfiction, elle a décidé de réécrire son histoire qu'elle avait écrite, E.L. James, de réécrire sa version pour en faire une histoire complète. Enfin, le nœud, mais les personnages sont complètement nouveaux. On n'est plus dans l'univers de Twilight du tout. Et c'est là qu'arrive la deuxième révolution qui permet tout ceci possible. C'est la révolution du livre numérique. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un livre numérique ? Alors, c'est pas une tablette. On peut lire sur tablette, on peut lire sur smartphone et on peut lire sur liseuse. Aux États-Unis est arrivée la liseuse Kindle, par Amazon notamment, voilà, qui permet de lire partout. Donc on peut avoir 2000 livres sur sa liseuse. Et surtout, je ne sais pas si vous remarquez, mais on ne voit pas ce que je suis en train de lire. Donc personne ne va se moquer de ma lecture. N'est-ce pas ? J'ai pas le dragon noir écrit en gros sur mon truc ou retrouvailles à Castello. Voilà. Donc déjà, ça calme un peu la chose. Donc les liseuses, ça a caché un peu, donc ça permettait, et aussi, ça a ouvert un nouveau marché parce que Amazon, qui était le premier sur ce marché-là, a dit, on va permettre aux gens de publier eux-mêmes leurs livres. On va se passer des maisons d'édition. Est venue la révolution de l'auto-édition en même temps que la liseuse. L'auto-édition, ça veut dire que vous pouvez publier votre livre vous-même en numérique et vous touchez 70% des droits d'auteur. En édition traditionnelle, quand un livre est publié, l'auteur touche entre 8 et 10% du prix du livre hors taxe, une fois qu'on enlève les 5,5% de TVA. C'est-à-dire que l'État a presque autant touche presque autant que moi sur un de mes livres. Bon, c'est la TVA qui veut ça. Sur le livre auto-édité, la marge est plus grande, mais il y a moins de filtres. Donc,
il n'y a pas le filtre de la qualité que permet d'apposer un jury de maison d'édition, un éditeur, le travail d'un éditeur. Il y a quand même un travail éditorial qui existe. Hein. Et en auto-édition, au départ, n'importe qui pouvait publier son livre. C'est encore le cas, mais aujourd'hui, on s'est professionnalisé. On en revient à l'auto-édition. Donc, E.L. James, qui fait sa nouvelle version, se dit « je vais l'auto-éditer, puisque ça fonctionne. On va voir si je touche plus de monde. » Ça a fait un carton. Et là, on est dans les années 2010. Ça a fait un tel carton qu'en 2011, ça a été publié en auto-édition en 2011. En 2012, les droits sont rachetés par une maison d'édition aux États-Unis. Ça a été un carton monumental. 6 mois plus tard, ça a été racheté pour les droits français par les éditions Jean-Claude Lattès, qui est une maison d'édition prestigieuse parisienne, pour les droits français, et le succès qu'on lui connaît. La porte d'entrée, ce qui me permet aujourd'hui d'être romancière, c'est 50 nuances de Grey. Et je vais encore vous expliquer pourquoi. Parce qu'avant ça, ces romans-là n'étaient pas forcément des œuvres originales, mais c'était des œuvres de commande. Les maisons d'édition, on avait des œuvres originales aussi, mais dans les collections Azur, par exemple, les maisons d'édition commandaient à des auteurs professionnels en disant « voilà, j'ai besoin d'un livre avec à cette page-là, il se passe là, il faut que lui soit comme ci, comme ci, comme ça ». Et donc, c'était sur Canva, ce qui n'empêche pas une certaine créativité. Et je tiens à vous rappeler que La Chapelle Sixtine était une œuvre de commande et que c'est tout de même un chef-d'œuvre. Donc, voilà, ça n'empêche pas une certaine créativité. N'est-ce pas ? C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, c'était des œuvres de commande. Et ça veut dire qu'on ne pouvait pas déposer un... On ne pouvait pas, nous, en tant qu'auteurs, si on n'avait pas de contact, déposer un manuscrit aux éditions Harlequin France et être édité. C'était impossible en tant qu'auteur française. Après 50 nuances de Grey, la maison d'édition Harlequin, qui a été la première à s'intéresser vraiment au numérique en France, s'est dit « Ok, ça marche, mais on a sans doute des plumes en France qu'on pourrait révéler. On peut essayer ça. » Voilà. Et il y a la maison Harlequin, qui à l'époque était dans le groupe Hachette, a développé toute une branche de livres qu'on appelle primo-numériques, c'est-à-dire qu'ils sortaient d'abord en numérique, et en fonction du succès numérique, ils sortaient en papier. Et j'ai fait partie de ces premières plumes chez Harlequin, en primo-numérique. Aujourd'hui, il en sort des dizaines toutes les semaines. Hein. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes plus d'une centaine d'auteurs françaises, francophones, plus d'une centaine, à être publiés régulièrement en romance. Voilà, donc l'évolution est énorme. Avant ça, les portes nous étaient fermées. Ouais. Aujourd'hui, l'un de mes romans est sorti chez les éditions Jean-Claude Lattès, en collection romance, qui a maintenant une collection romance, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et qu'on trouve dans tous les supermarchés. Et qu'on trouve dans les supermarchés, tout à fait. Non, mais vous savez, rouge. Voilà, pour moi, c'est un aboutissement. Hein. Avoir son livre en supermarché, pour moi, c'est un aboutissement. Donc, voilà un petit peu comment les choses ont évolué. Alors, on se dit, mais quelle est la particularité de 50 nuances de Grey ? Ben, c'est que les scènes d'amour, on les raconte. Entrée, plat, dessert. Même avec le fromage et le trou normand et tout ce qu'il faut. N'est-ce pas ? Pardonnez-moi le lapsus. Mais, donc, les scènes d'amour ne sont pas cachées. Et c'est intéressant parce que la société a évolué, nos modes de consommation ont évolué, et les goûts des lectrices ont évolué. Et les maisons d'édition n'avaient pas vu ça venir. Ils continuaient à faire des livres sur le Canva avec les scènes d'amour pas trop décrites, quoique j'en ai lu quelques-unes en costume, qui valaient largement 50 nuances de Grey, niveau olé olé. Hein. Attention. Hein. Mais c'était tout très très métaphorique, alors que là, on n'est pas dans le métaphore du tout. Hein. C'est très très descriptif. Et puis, avec toute l'arrivée dans la télévision, les séries télé, les films, on voit de plus en plus Même trop. Pas forcément trop, c'est une question de point de vue. C'est un point de vue masculin. Avec la révolution des femmes, des goûts des femmes, etc., les choses devaient évoluer. Et c'est par les lectrices que c'est venu. C'est ça qui est quand même fabuleux. Ouais. Et donc, après ça, quand les maisons d'édition se sont mis à ouvrir les portes aux plumes francophones, ce qui n'était pas le cas avant, je vous rappelle, eh bien, on s'est lâché. Et du coup, on s'est retrouvé avec toute une romance, un espèce de combo entre le roman érotique, où c'était l'érotisme qui était le cœur du roman, et la romance, où c'était la romance le cœur du roman. On a un combo érotique, un combo magique, romance érotique, voilà, qui permet d'avoir la romance, mais avec le piquant.
Et donc, je vous parle de quelque chose qui a démarré en 2012. C'est quand même pas si vieux, quoi. Quand on y réfléchit, c'est allé super vite. Voilà, en 2012. Donc, depuis, nous avons des petites choses comme ça. Donc là, on est toujours dans les collections un peu comme ça, là, un peu passion, tout ça. On voit qu'il y a une certaine évolution dans les couvertures. Je ne sais pas si vous le constatez. Ça commence légèrement, une légère évolution dans les couvertures. Ça, c'est encore les collections historiques. Passion, enfin historique, je veux dire, que Harlequin a historiquement. Donc tout ce qui est passion, tout ça. Nous avons, nous avons des choses un peu plus comme ça. Voilà. Alors j'ai pris des livres des copines, hein, vous me pardonnez. Paris entre amis ou L'échappée. Donc là, ce sont des romances. Dans celui-ci, je crois qu'il y a 2-3 scènes d'amour. Dans celui-là, je crois qu'il y en a un peu plus. Ça dépend des livres. Et puis, il y avait aussi toute une new romance, et j'en ai pas d'exemplaire parce que ce qui est un peu plus trash, où vraiment c'était beaucoup de langage très familier, de scènes d'amour très poussées, très aventureuses. On est vraiment dans la passion des jeunes gens. Et il y a toute cette vague-là, ça a été très à la mode pendant quelques années. Et maintenant, ça se rediversifie. Et donc, on se retrouve soit avec des romances très érotiques, comme Mad About You, je pense que dès la couverture, on s'en rend compte, très érotiques, ou des romances très platoniques. Mais avec cet aspect moderne, où on n'a pas forcément la scène d'amour, mais on a ce côté beaucoup plus réaliste qu'on n'avait pas avant. Là, par exemple, les héros, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi. C'est pas le beau milliardaire ou le beau chevalier et la prude avec la frange mal coupée. C'est ancré dans la réalité. Et il a fallu que ça passe par la sexualité pour s'ancrer dans la réalité. C'est ça qui est le plus étonnant. Voilà. Et on peut avoir aussi des couvertures comme ça, où là, on est à une nouvelle mouvance encore, qui est plus le roman féminin. Ça continue à évoluer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un peu exploser la bulle de la romance érotique super hard, on commence à entrer dans des sujets plus doux, il y a plusieurs types de romances, en fait, tout le spectre de la romance peut s'exprimer. Vous voulez des romances en costume? Il y en a encore. Même la romance historique a évolué. La romance historique cherche les parallèles avec des situations que nous pourrions vivre aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un vrai vent en poupe dans la romance historique, notamment au niveau de sujets qui n'avaient pas été abordés à l'époque, les Vikings. Les Écossais sont très à la mode. Voilà, tout ce qui est Viking et Écossais, ça marche très bien, mais également de la romance historique française. Donc basée sur des faits historiques en France, etc. Et on a vraiment l'association d'être dans la vie de ces gens-là à cette époque-là. Mais même ça s'est modernisé. Et après, vous avez des trucs complètement dingues qui arrivent des États-Unis notamment, et j'ai quelques exemplaires ici. Vous voulez des métamorphes dragons? Nous avons. Vous voulez du loup-garou geek? Nous avons. Pour de vrai. Yes. Et vous avez également ce qu'on appelle la romance à suspense. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est des espions. Moi, je sévis dans la romance à suspense. Tu n'as pas le dinoporn? Non, le dinoporn, c'est pas de la romance. Oui, il existe également du dinoporn. On va devoir élaguer ce sujet. C'est une blague entre auteurs, c'est pour ça que... Figurez-vous qu'il existe des nouvelles qui sont vendues en numérique aux États-Unis. C'est affreux. Mais c'est pas affreux, sur affreux. De l'érotisme avec des dinosaures. Là, on n'est pas dans de la romance, on est dans de l'érotique. Oui. Voilà. Ah ouais, j'aimerais bien connaître l'auteur, moi. Eh bien, Christie, je sais plus quoi. J'en ai un là-dessus, je ne l'ai pas lu encore, mais je l'ai acheté par acquis de conscience. Depuis le temps que j'en parle, il va falloir un jour ou l'autre que je le lise. Que tu lises. Donc là, on a ce qu'on appelle de la romance à suspense. Donc la romance à suspense, ça va être l'espion, le flic, le sauveteur, le pompier. Voilà. L'uniforme, mais il n'y a pas que ça, c'est le côté. Oui, c'est l'uniforme, mais c'est le côté où on va avoir, en plus de la romance, on va avoir une trame de suspense, d'action, etc. Technique aussi, ça dépend. Et il y a un autre spectre de la romance qui est né, qui est sorti de terre et qu'on ne voyait pas. C'est ce qu'on appelle la dark romance. Alors, c'est pas le plus dark qui existe, hein, celui-là, il est très doux. Et la dark romance, en fait, c'est de la romance avec des méchants. Donc là, ça va être... on peut avoir des syndromes de Stockholm. C'est un peu hard, hein, parfois. Mais on peut aussi avoir des romances qui se passent dans l'univers de la mafia. Ou des romances entre vilains, entre méchants.
C'est intéressant. Donc, vous pouvez avoir à la fois de la romance avec de la mafia et de l'autre côté de la romance chrétienne, quoi. Aujourd'hui, c'est possible, alors que c'était pas le cas jadis. C'est quand même dingue. Voilà. Mais si je veux vous parler de tout ça, bon, je vais quand même vous montrer les couvertures des livres que je vous ai apportés. Donc ça, c'est un polar glamour. Donc on n'est pas tout à fait dans de la romance. J'étais partie sur une trame de romance, mais comme c'est mon premier roman, je suis un peu plus allée vers le polar, mais il y a de la romance quand même, avec des scènes d'amour explicites. Mais aujourd'hui, si vous regardez bien, finalement, romance, c'est qu'une étiquette. Parce qu'il y a plein de livres écrits par des hommes qui pourraient être considérés comme la romance. Mais non, voyons, c'est écrit par un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, la Love Company, voilà, c'est avec des pompiers de Paris. Alors, la romance nous permet également de nouvelles expériences, la romance contemporaine, nous permet de nouvelles expériences en termes de narration et de style. Et là, vous êtes des lecteurs avisés, donc je pense que ça va vous parler. On va faire de plus en plus dans la romance, on a de la première personne, du singulier, et on a une écriture au présent. Donc ça signe une véritable évolution dans le style littéraire en tant que tel. Maintenant, ça commence à se calmer, on peut avoir ça, on peut avoir du changement de point de vue, masculin-féminin, toujours à la première personne. On peut avoir à nouveau de la troisième personne au narrateur, mais même l'écriture va être un peu différente. Au présent davantage, on n'écrit plus tellement au passé. Je crois qu'il n'y a que celui-ci qui doit être au passé. Ouais. Donc, c'est cette évolution-là aussi qui a été permise par ce boom de la romance. Et il ne faut pas sous-estimer la romance, parce qu'aujourd'hui, la romance dans tout son ensemble, avec les loups-garous, les métamorphes, les chevaliers, les chrétiens, ceux qui se tiennent la main et ceux qui se roulent des grosses pelles, toute la romance, à elle seule dans le monde, représente plus de chiffre d'affaires que le polar et le thriller réunis. Ça, c'est hallucinant. Quand tu as dit ça, moi, je pleure. En fait, il n'y a pas de prix Goncourt pour la romance. Non, mais il y a plus de tirages, il y a plus de ventes. C'est ça qui compte. Mais on est dans de la littérature populaire. Mon Dieu, l'intelligentsia. Harlequin, c'était des tirages astronomiques. Ah, il faut savoir. C'était du 10 000 exemplaires minimum. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais c'est hallucinant. Le nombre de ventes que ça fait, c'est fabuleux, quoi. Bien sûr. Donc c'est qu'il y a un public, c'est tout. Il y a un public. Voilà. Mais comme c'est un public de femmes, excusez-moi. Ben oui. Comme c'est un public de femmes, déjà, elles lisent plus. Le lecteur est une lectrice, en très grande majorité, qu'on soit bien d'accord. Mais comme c'est un public de femmes, eh ben, ça n'a pas l'air prestigieux. Donc, comme en France, l'argent, c'est pas bien. Tout ce qui est populaire, c'est pas bien. N'est-ce pas? On descend un peu le truc. Voilà, c'est encore de la romance à l'eau de rose, des romans de bonnes femmes. Oh, c'est encore un harlequin. Pardon, mais moi, toute mon éducation sentimentale et sexuelle, ça s'est fait avec ça, moi. Moi, je lisais... Bon, après, j'ai lu les SAS de la collection de mon papa, mais... Je suis rentrée un peu plus dans le vif du sujet, mais à la base, mon éducation amoureuse s'est faite avec ça. D'ailleurs, j'ai moins de mal à prêter ça à ma fille, mon adolescente, que cela. Quand même. Donc, je trouve dommage qu'on ait été comme ça stigmatisé, parce que c'est une littérature écrite par les femmes, pour les femmes. Et c'est enfin en train de changer. Voilà. Parce qu'on a des tirages absolument astronomiques. Nous avons ma consoeur Emily Blaine qui a écoulé plus de 400 000 exemplaires de ses livres en 4 ans. Donc, qui est publié chez Harlequin. Vous avez aujourd'hui de plus en plus de romances. Il y a After qui a fait tout un bruit, etc. Bien sûr. After qui a été écrit par une mère au foyer. Femme de soldat qui s'ennuyait, qui a écrit ça sur son smartphone. Toujours est-il que ça a touché des milliers de gens. Aujourd'hui, ce sont des films également, 50 nuances de Grey aussi. Et de plus en plus de livres sont adaptés. Il y a même une chaîne qui s'appelle Passionflix, comme Netflix, par abonnement, où c'est que de la romance. Vous cherchez romance sur Netflix, je vous assure que vous avez une liste, et je ne vous parle même pas des rediffusions, des romances de Noël sur la 6. Ah oui. Moi j'adore, je suis complètement fan. Moi je les regarde tous. Je suis fan. Mais la romance obéit à des codes, et la romance de Noël aussi. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on aime. C'est pour ça qu'on aime.
C'est un vrai défi d'écrire une romance de Noël. J'adore. Donc, voilà. Heureusement, tout ça est en train de changer. La romance sort du placard. Il était temps. Alors, c'est pas gagné, mais c'est aussi parce que, en tant qu'auteur, les Américaines, il faut savoir qu'elles font des millions. Hein. Mais je ne blague pas. Hein. Je veux dire, Millie Tyden. Donc là, c'est de l'auto-édition. Hein. Maintenant, elle est traduite en France. Elle est millionnaire. Et c'est pas la seule. Aujourd'hui, des auteurs peuvent vivre réellement de leur plume sans passer par une maison d'édition. En romance, c'est faisable. J'ai des consoeurs qui font 100 000 € de chiffre d'affaires à l'année. C'est faisable. Avec des livres pas chers, abordables, que les lectrices peuvent s'offrir. Des livres numériques, des livres papier, avec l'impression à la demande, tout est devenu à notre portée. Et surtout, c'est comme si on avait réduit les intermédiaires entre le producteur et le consommateur. entre l'auteur et le lecteur. Et ça permet à des artistes, donc à des auteurs, d'écrire plus et de vivre de leur plume. Et de passer... Voilà. Alors, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, hein, la majorité de mes consoeurs, en France, aux États-Unis, elles en vivent très bien. Oui, la majorité de mes consoeurs ont ce qu'on appelle un job de couverture, un peu comme les super-héros. Elles ont un vrai travail la journée et elles écrivent ensuite. Mais ça n'empêche pas de faire de véritables succès. Voilà. Et ça rentre de plus en plus dans les beurs. Et petit à petit, on sera peut-être un jour reçu au JT. On ne sait jamais. Ça changera de Michel Houellebecq. N'est-ce pas, hein? Donc voilà ce que j'avais à dire sur l'évolution de la romance. Est-ce que vous avez des questions? Le feel good, tu peux parler de... Le feel good, je peux l'aborder. Le feel good, c'est intéressant. Je vous parlais d'étiquettes. Les choses évoluent. On parlait de... là, par exemple, on est dans du roman féminin. On est toujours dans de la romance, mais on fait un pas de côté en littérature. On a un petit peu plus exigeant sur le style. Et de la même manière, il s'est développé autre chose, comme les goûts des lectrices évoluent. Ce qu'on appelle le feel good. Et le feel good en anglais, ça veut dire se sentir bien. En fait, c'est du roman qui nous met de bonne humeur, qui nous met du baume au cœur. Donc, on a eu des romances chick lit, donc c'est de la littérature de filles, de poulettes. La chick lit, c'était drôle. C'était de la comédie romantique. Et on a aussi des romans de type feel good qui sont presque du développement personnel, qui permettent de se sentir vraiment dans la peau de l'héroïne, de vivre les choses avec elle, à travers elle, et où c'est plus une évolution de femme qu'une histoire d'amour. Mais l'histoire d'amour existe tout de même. Mais là, l'histoire d'amour n'est pas le nœud de l'histoire. C'est pour ça qu'on est dans du roman feel good, on n'est plus vraiment dans de la romance, mais c'est un dérivé de la romance. Et si on regarde bien, tout se touche. Voilà. Même les polars, on peut mettre de la romance dedans, d'ailleurs. Certains voilà. Certains commencent à y penser. Certains commencent commencent à y penser. Donc voilà par rapport au feel good. Et vous avez toujours le roman érotique et les nouvelles érotiques qui poursuivent leur route. Mais je voulais vous montrer celui-ci. Donc la librairie La Musardine est aussi une maison d'édition. Osez 20 histoires de sexe à plusieurs. Je vous ai pris le plus soft. Donc là, c'est un collectif d'auteurs sélectionnés sur des appels à texte. Et on est dans de la nouvelle érotique. Il n'y a pas de romance dedans, mais il y a du contexte, alors qu'avant, on n'en avait pas forcément autant. Et on cherche des plumes, on cherche un style. Alors qu'avant, on cherchait juste les émotions spéciales qu'on allait provoquer, diverses et variées, alors que là, on va un peu plus loin. Donc, ce renouvellement de la romance, cette évolution, a même été jusqu'à toucher le roman érotique. Comme quoi, tout arrive dans un sens comme dans l'autre.